Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Anthropologie du monde occidental. Collection dirigée par Denis Laborde. Déjà paru. Bernard Cherubini, dire, Patrimoine et identité locale. Enjeux touristiques, ethnologiques et muséographiques, 2018. Gaspard Salatko, Le Dieu situé. Une enquête sur la fabrique de l'art sacré dans le catholicisme contemporain, 2017. Pierre Bertoncini, Mémoire, culture et espace public en Méditerranée, étude de cas en Corse, 2016. Boris Petrich et Elena Filippova, dire, Panorama de l'anthropologie russe contemporaine, 2011. Nicole Belmont, Mythe, conte et enfance. Les écritures d'Orphée et de Cendrillon, 2010. Thomas Pierre, Controverse institutionnelle en Pays basque de France, 2010. Denis Laborde, dire, Désir d'histoire. Politique, mémoire, identité, 2009. H. Bedecker, P. Friedemann, Gabriel Bonneau de Mably, Texte politique 1751-1783, 2007. Anthony Péqueux, Voix du rap. Essai de sociologie de l'action musicale, 2007. Jean-Louis Fabiani, Beauté du Sud, 2005. Serge Martin, Langage et relations, 2005. Benoît Carteron, dire, L'engouement associatif pour l'histoire locale. Le cas du Maine-et-Loire, 2005. Denis Laborde, dire, 6 études sur la société basque, 2004. Eguzki Urteaga, Les journalistes locaux, fragilisation d'une profession, 2004. Jacques Chyronnaud, Musique, politique, religion. De quelques menus objets de culture, 2002. Marie-Claire Latry, Le fil du rêve, des couturières entre les vivants et les morts, 2002. Fotini Tsibiridou, Les Pomaques dans la trace grecque. Discours ethniques et pratiques socioculturelles, 2000. Alf Lütke, Des ouvriers au quotidien dans l'Allemagne du XXe siècle, Le quotidien des dictatures, 2000. Louis Quere, La sociologie à l'épreuve de l'herméneutique. Essai d'épistémologie des sciences sociales, 1999. Jean-Michel Larrasquet, L'entreprise à l'épreuve du complexe, 1999. Du même auteur. Chez le même éditeur. Localisme, fête et identité. Une traversée ethno-festive de la Mauricie, Québec, Paris, L'Harmattan, 1994. Lire, Le monde rural à La Réunion. Mutation foncière, mutation paysagère, Paris, L'Harmattan, 1996. Lire. La recherche anthropologique à La Réunion, Paris, L'Harmattan, 1999. Dire. Les ancrages urbains et sociaux de l'espace universitaire à La Réunion, Paris, L'Harmattan, 2001. Interculturalité et créolisation en Guyane française, Paris, L'Harmattan, 2002. Lire. Le territoire littoral. Tourisme, pêche et environnement dans l'océan Indien, Paris, L'Harmattan, 2004. Dire. Patrimoine et identité locale. Enjeux touristiques, ethnologiques et muséographiques, Paris, L'Harmattan, 2017. Chez d'autres éditeurs. Dynamique de l'ethnicité et identité culturelle à Cayenne, Guyane française, Talence, MSHA, 1986. Cayenne, ville créole et polyethnique, Paris, Cartala, Col. Hommes et société, 1988. Dire, agir pour la promotion de la santé. Une politique ouverte à l'innovation. Toulouse, RS Col. Action Santé, 2011. Ouvrage publié avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine. Une volonté politique et touristique de mémoire. Bernard Cherubini, IRMCMRP, Université de Bordeaux. Comme toutes les régions de la France métropolitaine et ultramarine, l'Aquitaine est désormais aussi la région Nouvelle-Aquitaine, issue de la réforme territoriale de 2015, se sont construites sur une image touristique attractive, à partir de plusieurs vecteurs forts comme leur histoire, leur culture, leurs monuments, leurs paysages, leurs fêtes traditionnelles, leur gastronomie, leur environnement naturel, du littoral atlantique à la montagne pyrénéenne. Du phare de Cordouan ou de l'île de Ré au pic du Midi d'Ossau, en passant par le marais poitevin, la forêt landaise, les rivières et les fleuves, les vallées de la Dordogne, de la Garonne, du Lot,
ses principaux atouts s'articulent autour de routes touristiques, particulièrement appréciées de clientèles nationales et internationales, qui ont tendance à se multiplier. Mais à l'époque du tourisme de masse, de la globalisation, des mobilités accélérées du tourisme domestique et international, quelle histoire, quels marqueurs culturels, ethniques, quels paysages, quels sites majeurs, quelles structures de protection de l'environnement ont fini par émerger, par être privilégiés? En ce qui concerne la seule ville de Bordeaux, on s'aperçoit aujourd'hui que toute une série d'événements historiques ont été occultés par la mémoire collective, se sont retrouvés très longtemps absents des lieux de mémoire, des sites d'exposition, des structures muséographiques, par exemple, le passé esclavagiste, le port négrier à l'époque du commerce triangulaire avec l'Afrique et les Antilles, les relations avec le Canada au moment du peuplement de la Nouvelle-France, du Québec, de l'Acadie, etc. Dans le domaine de la culture, du patrimoine ethnologique, on peut aussi s'interroger sur l'authenticité régionale, locale, de certaines traditions culinaires, festives, sportives. Plusieurs travaux soulignent ainsi le caractère très hispanisant de certaines fêtes locales estivales, par exemple, en lien avec la tradition taurine, tandis que le surf devient de plus en plus indissociable de la culture basque et landaise. Mais l'attractivité des lieux est aussi consolidée par des occasions, des événements ponctuels, par les diverses labellisations acquises au fil des ans, des pays ou villes d'art et d'histoire à l'inscription par l'UNESCO sur des listes du patrimoine de l'humanité, des paysages, des monuments, des pratiques culturelles et des savoirs locaux, patrimoine culturel immatériel. Les façades des quais du port de la Lune, à Bordeaux, autour de la place de la Bourse à Bordeaux, valorisées par le succès en 2007 de l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, offrent de nouvelles lectures des paysages économiques portuaires, fluviaux, muséographiques, cités du vin et de nouvelles perspectives de développement du tourisme fluvial, par exemple autour de l'œnotourisme, de la Garonne à la Dordogne, remettant au goût du jour à l'apostrophe. Histoire des gabarres et de la navigation fluviale le long de l'estuaire, de la rivière et de plusieurs cités antiques ou médiévales comme Cadillac, Libourne, Saint-Macaire, Blaye, etc. Ces mécanismes d'appropriation ou de rejet des éléments de la culture matérielle, du récit historique, font l'objet de plusieurs de nos investigations depuis 2013. Les projets de développement économique et touristique passent par des choix de lieux de mémoire, de sites touristiques, de sites architecturaux, archéologiques, à protéger, à sauvegarder, à faire labelliser par l'UNESCO ou d'autres instances ayant des compétences en matière de protection du patrimoine matériel ou immatériel d'une nation, d'une région ou d'une localité. Mais ces choix s'inscrivent aussi dans des démarches coordonnées d'acteurs économiques, culturels, touristiques, politiques, qui les insèrent dans des politiques publiques représentatives de leur époque, par exemple les politiques de développement durable, les politiques mémorielles, les politiques européennes en matière de culture régionale et de tourisme international. Le constat fait par plusieurs des contributeurs à cet ouvrage nous renvoie à des questions très classiques en matière de construction identitaire, de conscience collective nationale, comme les rapports entre l'histoire et la mémoire, l'influence du tourisme de mémoire, les liens entre la mémoire, le tourisme et la communication politique. On sait que la mémoire n'est pas l'histoire, que la commémoration est une volonté politique de mémoire, Halbwachs, mais qu'il existe bien des volontés d'imposer une écriture ou une réécriture de l'histoire. La commémoration, redoublée en plusieurs sites et lieux de mémoire, multipliée, renouvelée, organise la mémoire collective. C'est une volonté bien présente d'organiser le passé, d'agencer, d'ordonner et de repenser les liens qui s'opèrent par des choix d'événements à commémorer, à créer ou à réactiver. Les liens entre la France et le Canada ne peuvent passer, par exemple, que par une réflexion préalable sur la nature des événements à commémorer dans le contexte de l'abandon de la Nouvelle-France, de l'Acadie, du Québec, de la présence d'une collectivité territoriale française comme Saint-Pierre-et-Miquelon, au large de Terre-Neuve, des droits de pêche ou encore des traités internationaux que l'on souhaite voir émerger, à court ou à plus long terme. La mémoire collective se construit donc bien en fonction des enjeux du présent, Halbwachs. Le questionnement est de toute façon multiple. Quels sont les enjeux de pouvoir autour du tourisme? Quel processus de mobilisation collective va-t-on retrouver au cœur de la création d'un patrimoine? Quelle influence peut avoir cette transformation du rapport au patrimoine, à l'histoire, à la mémoire, sur les relations internationales, sur la création, la construction,
le fonctionnement, l'évolution d'organismes supranationaux dédiés à la culture, à la sauvegarde des biens culturels, biens communs de l'humanité. Une initiative locale en matière de commémoration aura-t-elle un impact à l'échelle régionale, nationale, internationale ? La montée des sentiments régionalistes et nationalistes n'a jamais été aussi d'actualité au niveau européen. En temps de crise économique et politique, avec des institutions européennes qui donnent l'impression d'être dépassées par les courants migratoires, l'afflux de réfugiés, etc. Le débat politique a bien de la difficulté à maîtriser la question des identités, des revendications ethniques et nationalistes. Il n'y a rien de nouveau à ce niveau. Mais certains domaines, comme celui du patrimoine, ont pris une importance accrue à l'échelle européenne. Convention de Faro sur la valeur du patrimoine culturel pour la société, du Conseil de l'Europe de 2005, politique du patrimoine ethnologique en France et en Espagne, politique des biens culturels en Italie, de l'héritage culturel en Grande-Bretagne, etc. Dans ce contexte, les ethnologues, présentés comme étant des spécialistes des identités culturelles, sont souvent appelés à statuer sur la légitimité des revendications identitaires, parfois utilisées pour justifier et légitimer des revendications territoriales, politiques ou culturelles, et sont souvent soupçonnés d'être des fabricants potentiels de patrimoine. Rester à distance, refuser toute implication dans ces débats, n'est pas non plus tenable pour la recherche ethnologique. Le positionnement le plus courant est celui du dialogue entre chercheurs et professionnels, entre ethnologues et politiques, autour des relations entre identité et localisme, régionalisme, nationalisme, entre la recherche et les politiques culturelles. L'étude des nationalismes, des régionalismes, est bien entendu pluridisciplinaire, mais nous considérons ici avec Gaetano Ciarcia que l'étude ethnographique du patrimoine culturel peut donner lieu à une très pertinente anthropologie politique du patrimoine naturel et culturel, tout en restant une anthropologie réflexive visant à questionner les relations que les ethnologues entretiennent avec leurs informateurs à l'intérieur des réseaux de sociabilité et des hiérarchies sociales complexes. L'anthropologie politique nous apporte des éléments de réponse à travers sa méthode d'observation, participante, directe, de longue durée, de la ritualisation des appartenances politiques, partisanes, idéologiques. La dramaturgie politique, Ballandier, Abélès, fait se succéder, se superposer, se bousculer nombre de célébrations, de commémorations, qui sont autant de façons d'exprimer une identité, une histoire collective, un passé construit sur des héros fondateurs, des événements traumatisants, épiques, glorieux. De ce cumul de lieux de mémoire, de lieux d'exposition, de commémoration, on retient l'expression d'une liturgie politique qui traduit l'existence de signes de l'appartenance, mais dont la lecture n'est pas immédiate. On peut penser ici au modèle de la fête carnavalesque pour lequel le déguisement est un moyen d'exprimer des rapports sociaux inexprimables en temps réel. Nous avons utilisé ces méthodes d'analyse à propos de l'étude du localisme au Québec, dans des villages ruraux de la Mauricie pour lesquels le temps des fêtes était un moyen de brouiller les signes d'appartenance, à un passé ou à un présent, difficile à assumer ou exprimant un désir, une aspiration, un vivre ensemble souhaité ou rêvé. Le lieu de la fête, le moment de la fête, définissent un contre-espace dont il importe de décrire les limites et le contenu, d'analyser la pratique par une approche ethnologique qui vise à définir les contours d'une communauté, d'une société locale. Le carnaval fait ainsi l'objet d'une mise en scène esthétique dont le caractère politique est presque toujours affirmé, pas systématiquement dissimulé. L'émotion patrimoniale activée par les sujets locaux, ceux qui ont une connaissance locale de la vie de ces communautés, donne toujours lieu à la production d'un récit, d'une histoire racontée qui lui est propre, une sorte de commentaire métasocial dans lequel elle se réfléchit, se montre, se contemple, comme dans un miroir. On assiste ainsi à la construction d'un système de pensée, à partir des symboles rituels qui sont ceux de l'appartenance à une société locale, régionale, nationale. Comme le rappelle Marc Abélès, la prise au sérieux des contenus symboliques de la représentation politique, entendue comme mise en scène de la souveraineté, passe par l'analyse de l'imaginaire qui s'attache entre gouvernants et gouvernés. Interroger les symboles et les rituels dont font usage les acteurs politiques constitue pour l'anthropologie un objectif majeur. Le patrimoine est l'expression d'une vision du monde, d'une compréhension d'une société. Il peut être un instrument d'autonomisation ou d'influence,
dans diverses communautés ou sociétés. En ce sens, le rôle du patrimoine et de la patrimonialisation est essentiel dans la citoyenneté et dans l'espace politique. C'est notamment ce qu'a souhaité promouvoir le Conseil de l'Europe en s'appuyant sur le concept de communauté patrimoniale, présenté et discuté dans cet ouvrage par Lucie Morisset, pour envisager une coproduction du patrimoine. À un autre niveau, lorsque le musée est mobilisé pour la création d'une identité nationale, le passé est régulièrement appelé à participer à la création d'une mémoire institutionnelle et symbolique, en particulier comme discours unificateur 11. Cet usage politique du passé passe volontiers par une mythologie des origines, et devient ainsi plus efficace. Mais ce mouvement peut être contrarié par des conflits ethniques, par des guerres, des conflits qui interdisent la fréquentation d'un territoire ou qui changent la lecture de ce territoire, le sens de l'identité locale, régionale, nationale. Lorsque les mythes de l'appartenance à un passé idéalisé saturent le paysage culturel, à l'opposé du sens que souhaitent donner les vainqueurs ou les dominants, on voit souvent les dirigeants d'un pays, d'une région, les acteurs politiques et culturels agir avec une extrême violence pour s'en débarrasser, opérer des substitutions de sens, renverser les mythes des origines figés dans une identité nationale désormais obsolète. Les mythes de l'appartenance à un passé idéalisé structurent aussi des schémas de développement touristique observés par notre équipe de recherche en Aquitaine. Le thermalisme, par exemple, a pris son essor au XIXe siècle, dans un contexte européen de tourisme thérapeutique qui associe saison d'hiver et saison d'été, les bienfaits de la mer, puis des eaux minérales, avec des stations thermales qui se construisent très vite une réputation, comme dans les Pyrénées, les Eaux-Bonnes, les Eaux-Chaudes, Cauterets, Barèges, Saint-Sauveur, etc. La ville de Dax, qui fait ici l'objet d'une contribution de Pierrine Didier, joue sur un double registre historique. Les bains publics de l'époque romaine au 1er siècle AV. JC, un thermalisme antique à Dax, même si la preuve d'un usage thérapeutique de ces eaux à 64 degrés Celsius n'est pas apportée par les fouilles archéologiques, les établissements thermaux rénovés ou créés au XIXe siècle pour faire de Dax une ville thermale et modèle, avec une gare inaugurée en 1854 par L'. Impératrice Eugénie, des édifices phares de style art déco, splendide, Atrium Casino, des établissements de luxe de la Belle Époque à partir de 1880 qui trouveront leur apogée à la fin des années folles. Dans ces lieux de mémoire, le processus de patrimonialisation se conjugue à des enjeux économiques majeurs pour la ville qui rejoignent le développement d'un tourisme médical, lui aussi en cours de mutation. On éprouve chaque jour, un peu partout sur la planète, le besoin de témoigner de son identité, d'une identité menacée ou ressentie comme menacée à travers une démarche muséographique, de patrimonialisation, ou encore un rituel de commémoration, autour de quelques dates emblématiques, de quelques événements emblématiques d'une construction communautaire, locale, nationale, régionale. Les musées dits de société remplissent cette mission sur des territoires régionaux, dans des villes historiques. Les lieux de mémoire marquent le territoire, sont inscrits sur des itinéraires touristiques, des circuits, des routes touristiques. Les labellisations se multiplient. Villes d'art et d'histoire, inscription sur les listes des monuments historiques nationaux, du patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, etc. Le souci de protection, de sauvegarde, s'est accru au fil des ans, avec le vieillissement des monuments et des sites, le recueil de la mémoire orale en perte de vitesse, les menaces de destruction, les conflits armés qui prennent en otage le patrimoine de l'humanité, etc. L'opportunité récente offerte par la politique de protection du patrimoine culturel immatériel PCI, de mettre en valeur des traditions locales et régionales, dans le cadre d'un inventaire régional ou national du patrimoine, de créer un élan de protection et d'animation autour des apostrophes. Une pratique ancestrale menacée, vient conforter des démarches de reconnaissance identitaire locale et régionale parfois très affaiblies dans le contexte actuel de la globalisation et de la non-reconnaissance par la France de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, adoptée par le Conseil de l'Europe en 1992. Le double sens donné au patrimoine, une transmission intergénérationnelle et une valeur culturelle et sociale, trouve dans ces initiatives une reconnaissance de son importance majeure pour la reproduction des sociétés, la continuité historique, qu'illustre par ailleurs la nécessité,
la volonté de définir des identités locales, régionales, nationales, à travers une démarche de patrimonialisation. Les exemples développés ici, à travers les démarches muséographiques de musées urbains à Bayonne, Jacques Battesti, à Bucarest, Delia Marinescu, à Bordeaux, François Hubert, à Montréal, Marie-Blanche Fourcade, illustrent chacun à leur manière des pratiques mémorielles et patrimoniales adaptées au contexte de leur époque. Un besoin de spécifier des manières d'être, des manières de faire, des témoignages des apostrophes. Une histoire traumatisante, sanglante, destructrice, des contextes de cohabitation pluriethnique, un rapport nouveau à établir avec des clientèles touristiques, des professionnels du tourisme, de la culture, de la protection du patrimoine. Dans ce dernier cas, il paraît indispensable de se projeter dans une tendance forte du tourisme contemporain. La mobilité accrue des visiteurs, des usagers de l'espace muséographique, des circuits du patrimoine, des routes touristiques. Les exemples développés dans cet ouvrage à partir des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, Sébastien Pénary, des lieux de mémoire de la Nouvelle-France en Poitou-Charentes, Aline Carpentier-Lecor, témoignent de ces rapprochements entre une certaine idée du voyage, de la quête d'authenticité, du retour sur des identités culturelles partagées et une certaine façon d'habiter touristiquement un espace de mémoire, un espace patrimonial chargé de symboles d'appartenance. Du point de vue des populations locales, le débat sur la rencontre avec les clientèles touristiques peut renvoyer à des revendications identitaires qui se traduisent par une demande de cogestion des espaces dédiés à la sauvegarde d'un patrimoine culturel et naturel, par une demande de contrôle du discours patrimonial. On entre ici dans le périmètre de l'autochtonie, avec des droits acquis ou reconnus auprès des organismes internationaux qui ont du mal à trouver une traduction acceptable en termes de gestion partagée des territoires protégés, de médiatisation du rapport à la culture et aux valeurs fondamentales de la relation homme-nature, comme on peut le constater en Guyane française, avec la problématique de la cogestion du territoire du parc national et des réserves naturelles entre populations autochtones et experts de la sauvegarde de la biodiversité et du patrimoine matériel et immatériel, Bernard Cherubini. La mémoire réactivée par l'intermédiaire des découvertes archéologiques peut poser aussi quelques problèmes aux populations locales confrontées à des savoirs locaux en lien avec la mort, les esprits des morts, ou encore, comme dans l'exemple des cimetières d'esclaves en Guadeloupe, avec le passé colonial esclavagiste et le devoir de mémoire, Patrice Courteau. Les lieux de mémoire aux Antilles françaises sont depuis quelques années traversés par un retournement du rapport à l'histoire coloniale, du rapport à l'esclavage, du rapport à l'environnement, à la quotidienneté, qui vient bouleverser le regard porté sur le patrimoine et sur certains sites historiques, mais aussi sur le rapport à la mer, au sport nautique traditionnel, à l'environnement régional, Olivier Dehorne. Depuis la mise en place en 2004 du Comité pour la mémoire de l'esclavage, une commission musée-lieu de mémoire s'est préoccupée activement de faire sortir de l'oubli l'histoire de la traite négrière, les luttes pour leurs abolitions, les moments et les lieux de commémoration, en France métropolitaine et dans les DOM. De nombreuses initiatives ont été prises pour organiser des expositions, réhabiliter des sites et des lieux de mémoire, ouvrir de nouveaux musées consacrés à l'esclavage et à la traite négrière, le plus impressionnant étant celui de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, le Memorial Act, Centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite de l'esclavage, inauguré le 10 mai 2015 par le président de la République française. Loin de clore ces débats, cet ouvrage entend ouvrir de nouvelles perspectives de recherche en anthropologie politique. La construction de l'Europe dans sa diversité, Fabre-Gellner, avec un repli ou pas sur des frontières mouvantes, une question migratoire au cœur de son histoire, depuis la colonisation grecque, de Rome, l'expansion des Celtes, les grandes invasions, avec des identités qui se métissent, s'hybrident, ce sont des problèmes concrets qui se posent à la jeunesse de notre époque. Les apports conjugués de nos disciplines ethnologiques, anthropologiques, juridiques, politistes, historiques, géographiques, urbanistiques, muséographiques, doivent pouvoir se concentrer sur de futures analyses de l'émergence, de la maturation, mais aussi de la désagrégation d'une unité supraethnique, supraétatique, supranationale comme l'Europe du traité de Rome 50 ans après sa signature. À une autre échelle, on peut aussi utilement s'interroger sur les atermoiements face à un européocentrisme dominant qui viendrait bouleverser des équilibres insulaires et post-coloniaux dans les régions ultrapériphériques de l'Europe, Bernard Cherubini, mais aussi des équilibres post-socialistes en Europe de l'Est ou dans les Balkans,
d'Elia Marinescu. Notre regretté collègue Pierre Bidard, à l'instar de Marcel Magé-15, proposait de faire de l'anthropologie de la nation un des thèmes centraux de l'ethnologie européenne. Chaque pays connaît un processus de nationalisation singulier dans ses formes, son rythme et son efficacité. Accompagnant ce processus, des savoirs organisés se constituent à partir du XIXe siècle, appelés en Allemagne Volkskunde, folklore en Angleterre et en France, dont l'intérêt majeur est l'intérêt pour le peuple, confondu généralement avec la société paysanne. La science du populaire, initiée en Italie par Vico, en Allemagne par Meuser, en France par Montesquieu, se prolonge par l'esthétique du populaire. C'est ainsi que les observations d'un visiteur étranger retrouvées chez Montesquieu, dans ses lettres persanes, qui sont présentées par son auteur comme étant d'un roman, ne sont pas sans rappeler les dires, les émotions ressenties par nos touristes, analysées par des auteurs comme Nelson Grabern ou Édouard Brunner en anthropologie du tourisme. Un axe de recherche mobilisant des approches en ethnologie européenne, anthropologie politique et anthropologie du tourisme nous paraît ainsi particulièrement prometteur, à la fois pour poursuivre nombre de travaux initiés autour de la question du régionalisme, du nationalisme, du localisme, mais aussi du patrimoine ethnologique confronté aux mutations de l'industrie touristique et du tourisme de villégiature, d'un tourisme domestique et d'un tourisme international. On situe alors véritablement dans le contexte d'une anthropologie politique du patrimoine qui émerge du regard en perpétuelle évolution qui est porté sur le passé, la mémoire des lieux, la transmission des connaissances et des savoir-faire, mais aussi de la multiplication des commémorations, des pratiques mémorielles, de la transformation des musées de société, des musées d'histoire, des choix de collecte muséographique et d'exposition, des choix d'inscription sur des listes de protection du patrimoine matériel ou immatériel. Une ethnographie multisite, l'observation et la prise en compte de plusieurs sites, leur comparaison et leur traduction, l'étude des différents niveaux d'interaction, l'examen des trajectoires mouvantes des gens, des récits et des objets, que prône notamment Georges Marcus s'avère tout à fait pertinente pour croiser ces différents aspects et niveaux d'analyse du rapport au patrimoine, à la mémoire, des idées politiques qui viennent se greffer sur le déploiement de ces actions culturelles ou mémorielles. L'objectif n'est pas de fournir une représentation holistique ou de dresser un portrait du système planétaire dans sa totalité, mais plutôt de cartographier des sites où les mécanismes de la mondialisation s'expriment localement dans les pratiques culturelles de la vie quotidienne. Cette perspective intéresse en premier chef l'anthropologie du tourisme, car beaucoup de circuits touristiques sont construits sur des sites privilégiés, choisis pour valoriser, par exemple, une cuisine gastronomique authentique, une cuisine de pays, lieu de restauration, d'exposition des richesses culinaires du terroir, de vente de produits locaux de type agroalimentaire et artisanaux, fermes-auberges, etc., articulés autour de visites de lieux de mémoire, de musées, de sites historiques, tandis que le touriste arrête de son côté à certaines heures de la journée pour prendre un repas, pas toujours représentatif de la cuisine locale que l'on cherche à mettre en valeur, et ne s'arrête pas systématiquement pour visiter tous les sites proposés par ces circuits au titre de la mémoire historique et du patrimoine culturel ou naturel. Mais ce roman de Montesquieu a aussi une portée plus générale pour l'anthropologie, pour le regard méthodologique porté sur l'autre, pour la démarche ethnographique qui postule que toute culture peut être comprise et analysée par un étranger à cette culture. On y retrouve en particulier ce que Marc Augé appelle le coup du persan, les leçons du détour, du parcours exotique, l'ethnocentrisme du visiteur. Le décentrement ultramarin, dans les départements de l'outre-mer français, mais aussi à Maurice, Île-de-France, en Acadie ou au Québec, par l'intermédiaire de quelques monographies ou approches comparatives que nous avons pu pratiquer au cours des ans, nous conforte dans cette voie. On retiendra ainsi de ces voyages de persans que la perception des différences n'est pas stable et homogène, elle se révèle dans des situations, elle se construit dans des relations. La fameuse chaîne secrète, qui selon Montesquieu lie tous les aspects de son roman, articule d'abord de profondes nuances qui marquent le rapport à l'autre et aussi à soi-même. Comme le fait remarquer fort justement Marc Augé, dans Le sens des autres, à l'heure de l'exacerbation des nationalismes et des replis identitaires, faute de penser l'autre, on construit l'étranger. Indications bibliographiques. Abélès, Marc, Anthropologie de l'État, Paris Armand Collin, 1990, page 173. Augé, Marc, Le sens des autres, Paris Fayard, 1994.
Bidard, Pierre, Les sciences sociales face à la nation et au nationalisme, Ethnologie française, tome 27, numéro 3, 1997, page 335 à 343. Bidard, Pierre Dire, Région, Nation, État. Composition et recomposition de l'espace national, Paris, Publisud, 1991. Brunner, Édouard M. Culture on Tour. Ethnography of Travel, Chicago, The University of Chicago Press 2005. Cando, Joël, Anthropologie de la mémoire, Paris PUF 1996. Cherubini, Bernard, Localisme, Fait et identité, Paris L'Harmattan 1994. Ciarcia, Gaetano Dire, Ethnologue et passeur de mémoire, Paris Cartala et Montpellier, MSH 2011. D'Amata, Roberto, Carnaval, Bandits et héros, Paris Seuil 1983. Duvigneau, Jean, Fête et civilisation, Arles Actes Sud 1991. Fabre, Daniel, Chinoiserie des Lumières. Variations sur l'individu monde, L'homme 185 à 186 2008, page 269 à 299. Hermis, Gérard, avant-propos dans Daniel Fabre Dire. L'Europe entre culture et nation, Paris MSH 1996, page 9 à 11. Gellner, Ernest, Nation et nationalisme, Paris Payot 1989. Fabre, Daniel Dire, L'Europe entre culture et nation, Paris Editions de la MSH 1996. Graburn, Nelson HH, Tourisme The Sacred Journey in V. Smith, ed., Ostengay. The Anthropology of Tourism, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1983, page 17 à 31. Hastings, Michel, Communisme et folklore. Étude d'un carnaval rouge, Aluin 1924, Ethnologie française, 16, numéro 2, 1986, page 137 à 150. Leroy-Ladurie, Emmanuel, Le carnaval de Romans, Paris Gallimard, 1979. Maget, Marcel, Problème d'ethnographie européenne, dans Jean Poirier, Dire, Ethnologie générale, Paris Gallimard, Encyclopédie de la Pléiade, 1968, page 1247 à 1339. Marcus, Georges, Ethnographie Roussy-Kensin, Princeton NJ, Princeton University Press, 1998, page 79 à 104. Namer, Gérard, Albvax et la mémoire sociale, Paris L'Harmattan 2000. Nora, Pierre Dire, Les lieux de mémoire, tome 1 La République, Paris Gallimard 1997. Ricoeur, Paul, La mémoire, l'histoire, l'oubli, Paris Seuil 2000. Rivière, Claude, Les liturgies politiques, Paris PUF 1988. Thiès, Anne-Marie, La création des identités nationales. Europe XVIIEXX siècle, Paris Seuil 1999. Tornator, Jean-Louis, La difficile politisation du patrimoine ethnologique, Terrain numéro 42, 2014, page 149 à 160. Viworka, Michel, La différence. Identité culturelle, enjeux, débats, politique, Paris Ballan 2001. 1. Dans le cadre d'un projet de recherche financé par la région Nouvelle-Aquitaine, le Parc naturel régional des Landes de Gascogne et le CNRS, UMR ADES puis UMR 5319 passages, intitulé « Tourisme culturel, tourisme de nature et quête d'authenticité », une approche comparative à partir de l'Aquitaine, appel à projet Recherche CRA 2013. Les contributions proposées dans cet ouvrage sont issues de plusieurs séminaires de recherche organisés entre 2015 et 2017. 1. Mémoire collective, patrimoine, IDENTITES. Chapitre 1 Les pratiques mémorielles et patrimoniales, des constructions locales et nationales à visée multiple. Bernard Cherubini, IRMCMRP, Université de Bordeaux. Le cumul des moments de commémoration, des lieux de commémoration, des calendriers de commémoration, n'a pas échappé à l'industrie touristique qui prend appui sur des sites, des événements, des musées, des centres d'interprétation, des circuits, des destinations touristiques, parfois labellisées et subventionnées. Il n'a pas été trop difficile au ministre des Affaires étrangères et du Développement international, Laurent Fabius, de justifier aux yeux des plus sceptiques le rattachement d'un précédent ministère ou secrétariat d'État au tourisme à son propre ministère. À une autre échelle, celle des localités, la commémoration est loin d'être boudée par les élus locaux. Au niveau national,
On en arrive même à s'inquiéter des conséquences d'une overdose de commémoration. Le président Hollande aurait-il abusé d'une accumulation potentielle de commémoration ? Le président Macron aurait envisagé de mettre en place une pratique beaucoup plus sélective. La mémoire rentre au fil des années au musée, dans des sites mémoriaux, suivant la disparition des derniers témoins vivants en capacité de transmettre une mémoire orale, de témoigner directement de ces événements. Il en est ainsi des guerres, avec les décès des derniers vétérans, des anciens combattants. Se pose alors la question de la sélection des événements à commémorer, pour les 2 guerres mondiales avec les morts pour la France, avec les pupilles de la nation, les orphelins de la guerre, les enfants des morts pour la France, etc. Des lieux et du rythme des commémorations, du maintien ou de l'abandon de certains rituels associés à une mémoire collective qui est forcément datée, absolument pas neutre de préoccupations idéologiques, de rapports de force politiques ou encore de réécriture de L', histoire plus ou moins assumée d'une génération à l'autre. Se pose aussi la question des équilibres entre commémoration locale, régionale et nationale, voire internationale. Les feux de la rampe ne s'éteignent jamais, fait remarquer Marc Abélès qui a travaillé, dans les années 1980, sur les rituels et la communication politique dans le département de la Nièvre, en suivant en particulier le président François Mitterrand sur des terres où il fut élu local durant une 30aine d'années. Parfois même, les célébrations du politique se bousculent et se superposent, comme ce fut le cas lors du bicentenaire de 1789 où la prise de la Bastille et le sommet des chefs d'État furent fêtés dans un même élan par nos gouvernements. Que retient-on de ces cumuls de commémorations ? Quelques signes, symboles forts ou accent aigu interprétation des symboles, par exemple le travail de Jean-Paul Goude réalisé spécialement pour le défilé du bicentenaire de 1789 ? Une transformation des lieux de commémoration en nouveaux espaces touristiques ? Un travail sur la mémoire qui permet une requalification des lieux éphémères d'exhibition en lieux d'histoire et de mémoire ? Un effet durable sur les politiques publiques ? Les projets de commémoration se heurtent généralement à la question du récit historique. Gérard Namer, sociologue ayant beaucoup travaillé sur la commémoration et la mémoire, nous rappelle que Maurice Halbwachs ne parle pas de commémoration, parce que la commémoration fait appel au rapport de la mémoire et de la propagande politique. La commémoration est une volonté politique de mémoire. Sarah Gainsbourger relève ainsi que parfois la commémoration organise la mémoire collective qui est alors une volonté présente d'organiser le passé. Parfois, la commémoration exprime une mémoire collective supposée lui préexister. Les choix de dates de commémoration restent significatifs d'une volonté d'infléchir, d'imposer une écriture ou une réécriture de l'histoire. L'Australie, par exemple, commémore la Première Guerre mondiale en 2015, le 25 avril, date anniversaire du débarquement de ses troupes à Gallipoli en Turquie, avec un budget 5 fois supérieur à celui de la France pour les commémorations de 1914 à 1918. Mais les lieux font aussi l'objet de choix ponctuels ou plus durables, le temps d'une commémoration, ou en fonction d'une répétition attendue dans le temps de ces rituels de commémoration. Ces derniers deviennent alors le support de la création de lieux de mémoire qui viennent renforcer la construction locale et régionale d'un récit national et identitaire amené à être partagé. Mais ces liens sont aussi destinés à construire des relations avec les pays voisins, avec les anciennes colonies, avec des ensembles supranationaux, avec des pays partageant ou pas une même trame événementielle de ce récit national. La production d'images, de signes d'appartenance, est devenue exponentielle, complexifiant une analyse qui reste à nos yeux indispensable, dans le contexte actuel de réflexion engagée autour des phénomènes de patrimonialisation. Le chantier est très vaste. Il s'inscrit aussi dans une analyse de sa dimension internationale, par des projets de coopération, par exemple ceux qui sont initiés par la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs, qui s'intéressent aux lieux où ont vécu les personnages historiques et les pionniers de la Nouvelle-France en France et au Québec. La Commission s'intéresse plus particulièrement aux itinéraires culturels, au tourisme culturel, à la mise en place de circuits patrimoniaux qui sont portés par ces associations régionales, affiliées aux associations France-Québec et Québec-France. Les liens entre la France et le Québec sont amenés à être repensés, redessinés,
Dans cette perspective historique et patrimoniale qui concerne très directement des choix de commémoration, des événements spéciaux à créer ou à réactiver. Un projet concernant l'Aquitaine et la ville de Bordeaux est de ce point de vue particulièrement avancé. Une programmation de commémoration à l'échelle nationale est également au cœur des activités de la Commission. On peut citer au titre des éphémérides franco-québécoises pour 2016, le 475e anniversaire de la première colonie française d'Amérique, l'arrivée des 8 navires de Jacques Cartier et du sieur de Roberval, le 350e anniversaire du premier recensement de la Nouvelle-France par L'. Intendant Jean Talon, hiver 1665 à 1666, essentiel pour la recherche généalogique effectuée par les associations de familles souches, mais aussi le 65e anniversaire de la remise du Grand Prix du disque de l'Académie Charles Cros à Félix Leclerc, le 21 février 1951 pour sa chanson « Moi, mes souliers », ou encore le 30e anniversaire de L'. Inscription de la ville de Québec sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Que faire de ces éléments de connaissance de notre rapport à l'histoire, à la mémoire, à la politique locale, nationale, régionale, internationale ? Dans cette ébauche rapide des liens entre lieux de mémoire, liturgie politique, sites touristiques, nous pouvons introduire quelques perspectives théoriques et méthodologiques, présenter l'abord possible de plusieurs dimensions de la commémoration et conclure brièvement sur les aspects que nous pensons devoir être mis mieux en valeur dans les travaux à venir sur ces questions. La commémoration, lieu de mémoire, liturgie politique et sites touristiques. Le premier aspect concerne plus particulièrement les développements d'une anthropologie politique de la modernité, qui s'intéresse à la dramaturgie politique et qui cherche à pénétrer les symbolisations modernes du politique. À la mi-mars 2016 éclatait une polémique concernant le choix du président Hollande d'aller commémorer pour la première fois la fin de la guerre d'Algérie le 19 mars, soit le jour d'entrée en vigueur du cessez-le-feu au lendemain de la signature des accords d'Évian, 18 mars 1962. Une insulte à la mémoire, selon les représentants des associations de harkis, soldats français musulmans au statut militaire différent, mais englobés sous le qualificatif de harkis et de pieds noirs, nom adopté par les exilés, réfugiés ou rapatriés français nés en Algérie, dans la mesure où des massacres ont été perpétués après cette date en Algérie, dont les principales victimes ont été massivement les harkis. On sait par certains travaux sur l'Holocauste comment il peut être difficile de commémorer les massacres de masse, les violences de masse, par exemple le massacre de Babi Yar à la périphérie de Kiev en septembre 1941, environ 30 000 juifs et tziganes, considérés comme étant le point de départ de L'. Holocauste, et qui a donné lieu à une semaine de commémoration pour le 50e anniversaire de cette tragédie, en 1991. Des organisations, des partis politiques, choisissent aussi de commémorer certaines autres dates, comme le 14 octobre 1961, quand plusieurs dizaines d'Algériens ont été jetés dans la Seine à l'occasion des manifestations organisées par la Fédération de France du FLN, Front de Libération Nationale. Ce fut aussi l'occasion de se rappeler que cette date du 19 mars, choisie comme journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, avait été fixée dans le cadre de la loi du 22 janvier 2002, puis dans celle du 28 février 2012. Le président Hollande a tenu à rappeler que cette date avait été choisie, retenue et justifiée, en tant que début d'un processus de paix, ce qui ne signifiait pas que l'on niait ou cherchait à oublier les massacres qui allaient être perpétués par la suite. Cette polémique nous permet de rappeler que la commémoration relève de ce que l'on peut appeler la pratique mémorielle, que la mémoire n'est pas l'histoire, et que se remémorer est une façon différente d'écrire l'histoire. On a pu le constater lors des commémorations du centenaire de la guerre des Boers de 1899 à 1902 en Afrique du Sud qui, selon Albert Groundling, se serait soldé par un nombre très important de victimes. 22 000 Britanniques civils et militaires morts, 4 000 combattants boers morts, 200 000 réfugiés blancs et noirs déplacés et paupérisés, des milliers de morts dans les camps de concentration britanniques. La logique du tourisme en Afrique du Sud a largement préservé les perceptions existantes de tout examen critique. La question de commémorer ou pas certaines dates est intéressante à analyser. Par exemple,
Le président Giscard d'Estaing a choisi en 1975 de ne plus célébrer le 8 mai 1945, la victoire contre l'Allemagne et le nazisme. On se rappellera ainsi que la date du 14 juillet, pour la fête nationale, n'a été choisie qu'en 1880 sous la Troisième République. Le lien entre la commémoration et la fête est parfois très étroit. Mais le souvenir peut être aussi douloureux. Faut-il choisir entre les deux aspects ? Si les cérémonies de commémoration du 11 novembre 1918 sont l'occasion de se réjouir, beaucoup se sont demandé pourquoi il faudrait célébrer aussi les 27 000 morts du 22 août 1914. Outre les commémorations du 19 mars 1962, on pouvait aussi se rendre le 19 mars 2016 aux cérémonies organisées pour commémorer le 70e anniversaire de la départementalisation des 4 vieilles colonies de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. Loi du 19 mars 1946, sauf que cet événement est passé sous silence au profit. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.